Nous nous retrouvons maintenant pour voir comment adopter et appliquer un code de gouvernance. Nous allons procéder classiquement d'abord une présentation de la question, nous verrons ensuite quels sont les codes de gouvernement d'entreprise qui existent, nous verrons aussi quelle est l'autorité juridique des codes de gouvernement d'entreprise, et notamment la fameuse règle Comply or Explain, et ensuite dans un dernier temps, nous verrons quelle est en définitive l'utilité de cette logique de code de gouvernement d'entreprise. Longtemps, on n'a parlé que de direction, de gestion des sociétés. Le terme de gouvernance est assez récent, il a été réactivé dans la langue française à la suite de la publication en 1994 par l'American Law Institute des Principles of Corporate Governance. Ce fut l'acte fondateur du mouvement du gouvernement d'entreprise. Foncièrement, il s'agit d'une réaction à la dissociation du pouvoir et de la propriété dans les grandes sociétés. Dissociation qui avait été mise en lumière par les réflexions de Jensen, Meckling ou Fama concernant la théorie de l'agence. L'idée est de favoriser à la fois une reconquête du pouvoir des actionnaires et une meilleure rentabilité des capitaux investis en améliorant la transparence du management et en adoptant un ensemble de bonnes pratiques de gestion. L'objectif est tout à fait louable, mais il ne faut pas non plus être dupe de la finalité des principes du gouvernement d'entreprise. Il ne s'agit pas seulement de placer l'actionnaire au cœur du système, il s'agit avant tout de mettre en place des standards internationaux afin de faciliter l'investissement. Autrement dit, le gouvernement d'entreprise favorise l'internationalisation de la finance et l'essor de l'intermédiation des investissements avec la multiplication des organismes collectifs de gestion d'actifs. Aussi n'est-il pas surprenant que ce soit l'OCDE qui joue un rôle moteur dans l'expansion du gouvernement d'entreprise au niveau international. Les principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l'OCDE ont été publiés pour la première fois en 1999. Leur dernière version date de novembre 2015. Il s'agit de 6 principes qui sont déclinés en plusieurs sous-principes et qui constituent la référence mondiale de la réflexion sur la gouvernance d'entreprise. Au plan européen, les recommandations sont nombreuses également. La source la plus notable est le Livre vert de 2011 qui définit le cadre de la gouvernance d'entreprise dans l'Union européenne. Mais de manière juridiquement plus impérative, le droit européen, depuis une directive de 2006, impose aux sociétés cotées d'inclure une déclaration sur le gouvernement d'entreprise dans leur rapport de gestion. Et surtout, elle consacre la règle Comply or Explain. Et c'est précisément cette logique qui s'est développée en France. On y constate la généralisation de la référence à un code de gouvernement d'entreprise associé à la règle Comply or Explain. Nous allons donc successivement développer ces deux aspects. Les codes de gouvernement d'entreprise, tout d'abord, nombre de principes du gouvernement d'entreprise ont déjà été intégrés en fait au droit français des sociétés. Et la réforme la plus importante en ce sens fut celle de la loi NRE, loi Nouvelle Régulation économique, du 15 mai 2001. Et parallèlement à la loi, plusieurs organismes privés ont élaboré leur propre code de gouvernement d'entreprise. 3 codes se distinguent particulièrement. Le code AFEP-MEDEF est issu en 2008 du rapport AFEP-MEDEF, comme son nom l'indique, et sa dernière version est de 2013, mise à jour en novembre 2015. Et ce code est destiné aux grosses sociétés, c'est-à-dire aux sociétés cotées. Le code Middle Next, quant à lui, est destiné aux valeurs cotées moyennes et petites. Il s'agit d'une sorte d'alternative au code AFEP-MEDEF, dont les recommandations, qui sont avant tout taillées pour les grosses capitalisations, peuvent ne pas être adaptées aux mid-caps, valeurs moyennes. Le code Middle Next se veut non seulement plus adapté à la taille, mais aussi aux spécificités de l'actionnariat de ces sociétés. Le code ADAE, de gouvernance des entreprises moyennes françaises, rédigé en 2015 par l'Association des dirigeants et administrateurs d'entreprises, est le dernier en date. Le code de référence, du moins à titre officieux, est le code AFEP-MEDEF, adopté par la plupart des grandes sociétés cotées. On peut citer, notamment, parmi ces recommandations les plus importantes, l'exigence d'un règlement intérieur du conseil d'administration
pour détailler l'organisation et le fonctionnement de ce conseil. La limitation du nombre de mandats d'administrateurs à 4 autres mandats. La constitution de comités au sein du conseil. Le principe de non-cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail. L'encadrement des indemnités de départ et de prise de fonction des dirigeants. Le principe de l'encadrement de la rémunération des dirigeants. Et c'est là une question importante et d'une éternelle actualité. D'ailleurs, pour essayer de dissuader le législateur d'intervenir, le code AFEP-MEDEF a introduit le Say on Pay. Concrètement, il s'agit de soumettre à l'avis consultatif de l'Assemblée générale les rémunérations octroyées aux dirigeants sociaux. Article 24-3 du code AFEP-MEDEF, lorsque l'Assemblée générale ordinaire émet un avis négatif, le Conseil, sur avis du comité des rémunérations, délibère sur ce sujet lors d'une prochaine séance et publie immédiatement sur le site internet de la société un communiqué mentionnant les suites qu'il entend donner aux attentes exprimées par les actionnaires lors de l'Assemblée générale. Bref, aucune obligation n'est faite au Conseil de réviser sa position. Aussi, devant la volonté du législateur de rendre cet avis impératif, l'AFEP-MEDEF a annoncé une révision du code en ce sens, mais il n'est pas certain que cela devrait suffire à éviter l'intervention de la loi. En tous les cas, ce qui est révélateur, cet exemple est très révélateur des limites de ces codes. En effet, ces codes n'ont pas de force obligatoire. Et cela nous amène justement à nous intéresser à la délicate question de l'autorité juridique des codes de gouvernement d'entreprise. On va voir cette question sous l'angle de la règle Comply or Explain. Et oui, les codes de gouvernement d'entreprise n'ont aucune force obligatoire. Ils constituent ce que l'on nomme, en droit, de la soft law, c'est-à-dire du droit souple, qui relève d'une logique d'autorégulation. Cette absence de caractère impératif ne signifie pas pour autant l'absence d'autorité en pratique. La règle Comply or Explain oblige les sociétés à rendre des comptes en matière de gouvernance. Et pour le coup, cette règle on applique ou on s'explique est imposée par la loi. Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise, le rapport précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise. Alors, quelle est en définitive l'utilité de cette logique ? Il s'agit bien sûr d'inciter au respect du code de gouvernement que l'on a adopté. Inversement, il s'agit d'ostraciser les sociétés qui n'en ont pas adopté ou qui ne le respectent pas, sans qu'elles n'en apportent une justification légitime ou convaincante. Autrement dit, la logique sous-jacente mais explicite est avant tout d'en appeler au jugement implacable du marché. Car en effet, les principes du gouvernement d'entreprise sont au service du marché. Ils sont donc l'objet d'une sanction financière par le marché. Assurément, la sanction la plus efficace en matière économique. Ainsi, les investisseurs institutionnels sont particulièrement attentifs au respect scrupuleux des codes de gouvernement d'entreprise. Il en va de même de l'autorité des marchés financiers, qui incite au respect des règles de gouvernance, et ainsi, chaque année, l'AMF doit publier un rapport dans lequel elle dénonce nommément les insuffisances constatées. En définitive, on voit que la meilleure manière de garantir l'application d'un code de gouvernement d'entreprise réside dans la règle du Comply or Explain, couplée à la pratique du Name and Shame.